espace abstrait qui a été inventé en mathématiques. Et alors la deuxième représentation, qui est une chose à laquelle vous êtes vraiment habitués, en tout cas pour les mathématiciens, c'est d'y penser comme des matrices, et je vous ai donné un exemple d'une représentation matricielle des rotations, et donc on peut essayer de les caractériser dans l'espace de toutes les matrices, comme on dirait, comme une certaine sous-variété définie par des équations. En fait, il y a une autre construction que moi j'aime beaucoup, c'est une construction géométrique très simple qui va vous permettre de comprendre comment est fait l'espace de toutes les rotations, je vous la donne tout de suite. Et puis la chose qui est extraordinaire, qui a une ouverture vers la physique fantastique, je suis peut-être en train de casser tout, un détour qui est dû à Sir William Hamilton, et que je vais vous présenter parce que là il nous amènera directement au sujet. Alors très rapidement, les angles de l'air, qu'est-ce que c'est? Vous partez d'une base dans l'espace à 3 dimensions, X, Y, Z, et puis une rotation finalement pour la déterminer, il suffit que je vous donne l'image de cette base par la rotation. Donc je vais vous donner ça, voilà la rotation, et je vais vous donner l'image après rotation de cette base. Donc le trièdre OX, Y, Z est devenu le trièdre OX', Y', Z'. Et alors comment fait-on maintenant pour repérer, pourquoi j'ai dessiné le plan OX, Y? Je peux dessiner de la même façon le plan OX', Y'. Vous voyez qu'en général, c'est là que les choses vont se compliquer, il y a une droite d'intersection qui porte un nom savant qui s'appelle la ligne des nœuds, parce qu'en astronomie, c'était la chose qui s'en faisait. Et donc après ça, comment on fabrique les angles de l'air? Très simplement, on va fabriquer la rotation finale qui nous intéresse comme une rotation d'angle psi autour de l'axe OZ. Alors en fait, j'ai mal fait. Donc une deuxième rotation que je dois prendre, c'est la rotation autour de l'axe que je viens de construire ici, qui est d'angle phi. Et ensuite, la troisième rotation, c'est autour de OZ', la rotation d'angle θ. Donc vous obtenez la rotation finale. Je ne vais pas faire apparaître les trois angles d'angle mort, excusez-moi. Mais en tout cas, vous pouvez repérer votre rotation par trois angles qu'on appelle les angles de l'air. Tout ça, ça a l'air extrêmement bien. Vous voyez tout de suite qu'il y a quand même des petites zones qui sont embêtantes, parce que tout ce que j'ai fait, ça marche à condition que les deux plans ne soient pas confondus. Donc si vous voyez, la ligne des nœuds n'était pas définie parce que le plan X ou Y et le plan X' ou Y' étaient confondus, il faudrait visiblement que je fasse quelque chose de plus. Donc ça veut dire que les angles que je considère, ils peuvent être définis qu'à condition qu'ils se baladent dans un intervalle ouvert et qu'ils ne sont pas vraiment, c'est pas des angles complets. Donc les angles de l'air sont bien définis, sauf qu'on a de la peine à concevoir un certain nombre de rotations un peu particulières. Voilà, donc ça c'était la première chose, et donc on a les fameux angles de l'air qui sont définis. La construction géométrique, elle est très simple, vous y avez peut-être pensé tout seul, elle consiste à privilégier le rôle de l'axe, donc vous appelez V, et puis donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'axe, j'ai l'origine qui est là, vous prenez le plan perpendiculaire, et puis dans le plan perpendiculaire, vous faites une rotation, et ça vous suggère une jolie construction, donc j'ai construit l'image M' plus moins M, par la rotation d'axe V d'angle θ, et du coup, l'idée que ça vous suggère, c'est que si donc vous voyez que ça, c'est l'angle θ, c'est un angle, comme on dit, de vecteur, c'est un angle défini à 2 degrés, parce que j'ai un axe orienté. Et maintenant, si vous prenez sur l'axe, le point d'abscisse θ sur 2, évidemment l'axe est orienté par le vecteur de V, eh bien, vous pouvez dire que ça représente la rotation. Donc, brusquement, les rotations dans R3 sont identifiées à un point de R3. Alors, quel est le point faible de ça? Il y a quand même des rotations spéciales, parce que tangente θ sur 2, θ au phi, tangente sur 2, c'est l'infini, c'est quelque chose. On peut dire quelque chose. D'abord, la remarque que je fais, c'est que le choix du vecteur qui oriente l'axe, ça peut être tout mon fiche. Si j'avais orienté l'axe par le vecteur opposé, simplement, j'aurais trouvé l'angle. Donc, simplement, la rotation d'axe V d'angle θ, c'est la même chose que la rotation d'angle point V et d'angle point V. Alors, qu'est-ce qu'on a appris comme ça de rotation de R3, l'ensemble de toutes les rotations de R3? Eh bien, que tout point de R3 correspond à une rotation, et puis la symétrie autour de l'axe correspond au point à l'infini dans la direction de l'axe. Vous voyez que je suis obligé de prendre le point à l'infini dans la direction de l'axe. C'est-à-dire que partir à l'infini dans un sens et partir à l'infini dans l'autre, c'est la même chose. Donc vous voyez que finalement, l'espace de toutes les rotations que j'ai envie de considérer, c'est donc en fait ce qu'on appelle le compactifié en direction de R3, c'est-à-dire qu'on a pris R3 et on a rajouté tous les points à l'infini en disant qu'aller à l'infini dans un sens ou aller à l'infini dans l'autre sens, c'est la même chose. Donc on a... Alors,
si vous réfléchissez un peu, si vous avez pris un tout petit peu de topologie, vous vous rendez compte que ça, c'est la même chose qu'un espace projectif réel de dimension 3. Voilà. Alors pourquoi quel est le point faible? Ça, c'est une superbe façon de décrire l'espace de toutes les rotations, mais le point faible, les rotations, c'est quand même fait pour être composé. On a envie de faire le produit de deux rotations. Alors, dans ma formulation, comment je vais composer les points, là, ça mérite qu'on réfléchisse, parce que deux rotations qui ont deux axes différents, comment ça va se passer, ça va être vraiment difficile. Et donc, c'est là que Sir William Hamilton a fait une construction en 43, absolument superbe, qui a l'impression d'être, comme on dit, venir d'un espèce de monde extérieur. Alors, c'est une construction que vous avez forcément rencontrée, qui est celle des quaternions. Donc, en fait, Hamilton a construit ce qu'on appelle souvent des nombres hyper complexes. Donc, on part des nombres complexes, vous connaissez bien, qui consiste à prendre l'espace vectoriel engendré par 1 et i, et surtout d'avoir l'imaginaire fondamental dans le carré de -1. Donc, ce n'est pas simplement un espace vectoriel de dimension 2 sur le réel, mais c'est vraiment un corps. On peut faire des multiplications avec toutes les propriétés qui passent bien. Et donc, ce qu'a fait Hamilton, c'est qu'il a pris R4, donc il a généralisé les nombres complexes, avec une base qui est 1 IJK, et puis il a défini une structure multiplicative en disant que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un espace hyper complexe, c'est-à-dire tous les imaginaires que j'ai introduits IJK ont un carré -1, comme I, mais en plus, je définis une multiplication de I par J comme valant K. Alors évidemment, ça ne me définit une multiplication dans tout R4 que si je vous dis que la multiplication est bilinéaire, c'est-à-dire que j'impose la linéarité des deux côtés du cycle multiplié. Alors la mauvaise surprise, mais en fait pour nous c'est une très bonne surprise, c'est que les quaternions que je viens de définir, donc un élément de ce R4 là, on va appeler ça un quaternion. Quand je regarde comment ils se multiplient, en fait ils ne commutent pas entre eux. Ça va être un corps encore, comme C était un corps, mais c'est un corps non commutatif. C'est très facile de voir avec les définitions que je vous ai données et les relations qui sont là, que si vous multipliez I par J, vous trouvez K, mais si vous multipliez J par I, vous trouvez moins K. Donc ça n'est pas commutatif. Et alors en fait, les quaternions qui vont jouer un rôle tout à fait important pour nous sont ce qu'on appelle les quaternions unités, qui sont, si vous imaginez, je vais m'intéresser à des quaternions particuliers, que j'appelle petit u, de composantes petit t, petit x, petit y, petit z, telles que la somme des carrés des composantes va être 1. Donc ils sont, j'ai pris dans R4 la sphère S3 de tous les vecteurs d'longueur 1. Et en fait, c'est facile de voir, petit exercice, que quand vous les multipliez entre eux, deux quaternions unités, ça reste un quaternion unité. La propriété fondamentale et même des propriétés qui sont l'adjoint, conjuguées, en fait, c'est égal à la. Alors, quel est le rapport avec les rotations de R3? Vous êtes parti dans R4, moi je vais travailler dans R3, c'est pas R4 qui m'intéresse. La chose miraculeuse, c'est que si vous vous intéressez aux quaternions imaginaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de composantes suivant 1, que des composantes suivant là, donc on appelle la partie imaginaire de H, comme dans les nombres complexes, on n'a pas attention des carrés. Pour les quaternions imaginaires purs, on a la propriété que si je prends un quaternion unité, que je multiplie ce quaternion imaginaire pur de cette façon-là par le quaternion unité, c'est-à-dire UW-1, je reste dans les quaternions imaginaires. Donc brusquement, ce que je viens de découvrir, c'est qu'avec un quaternion unité, je suis capable de fabriquer des transformations d'un espace de dimension 3, qui est l'espace des quaternions imaginaires. Alors ça, c'est superbe. Et en plus, on a, alors ça, il faut le vérifier, mais c'est un petit exercice facile, que la transformation qui est un quaternion imaginaire associe le quaternion que je vous ai décrit, UW-1, c'est en fait une rotation, que son axe est exactement donné par la partie imaginaire du quaternion U, que j'appelle grand U, et que son angle est complètement déterminé par sa partie réelle, par la formule que la partie réelle est la cosinus du moitié de l'angle, donc ça veut dire que l'angle θ est bien défini pour 0,2π, 2π étant exclu. Donc voilà la chose miraculeuse qui s'est produite pour nous. Et en plus, alors c'est ça que je cherchais, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la construction géométrique pour les quaternions, une chose qui m'embêtait, c'est que je ne savais pas décrire le produit. Alors si cette belle construction ne me disait rien sur le produit, mais là, miracle, d'abord, on voit une chose importante, c'est que le quaternion associé à -u, c'est la même chose que le quaternion associé à u. Pas très étonnant, parce que j'ai multiplié par u à gauche et par u à droite, donc moins, ça fait plus. Et puis la propriété fondamentale et fantastique, c'est que le composé de la rotation des imaginaires associés au quaternion unité u et celle de v, c'est justement le composé, attention, il faut l'écrire dans le bon ordre. Et donc du coup, vous voyez que j'ai maintenant, puisque maintenant je peux penser à ces quaternions unités comme des matrices 4-4,
je peux penser à ça. Du coup, ça me donne une formule algébrique extrêmement simple pour multiplier les rotations. Parce que si je représente une rotation par un quaternion unité, j'ai qu'à multiplier les quaternions unités comme on multiplie des matrices ordinaires. Donc on a fait un produit fantastique. Donc aujourd'hui, toutes les machines qui calculent des produits de rotation, évidemment, passent par les quaternions. Et tous les câblages en robotique, de tout ce que vous imaginez pour faire bouger les bras d'un robot, c'est évidemment calculé avec des quaternions. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça? En fait, j'ai occulté que j'ai été un peu vite dans la page d'avant. Je vous ai dit que les quaternions unités, j'appelais ça spin 3. Pourquoi diable appelle ça spin 3? Parce qu'après tout, c'est juste une sphère S3 dans R4. Alors, du coup, je vous explique ça. Voilà. Pourquoi le nom spin 3? Tout simplement, vous avez vu que quand on s'est intéressé aux rotations, je vous ai dit que finalement, choisir un axe ou l'axe opposé, ça n'avait pas d'importance. Évidemment, ça avait l'effet de changer l'angle en son opposé. Mais en tout cas, l'axe orienté n'était pas une chose qui était intrinsèque à la rotation. Mais là, en fait, ce qu'on vient de découvrir, imaginez que la chose que vous faites tourner, c'est une petite boule qui a un spin, comme disent les physiciens, c'est-à-dire qu'une sorte de rotation intrinsèque. Et donc, à ce moment-là, elle privilégie une des directions de l'axe par rapport à l'autre. Et donc, à ce moment-là, brusquement, on se rend compte que spin 3, et vous avez bien vu que c'était une sphère S3, décrit les rotations dans lesquelles on peut privilégier l'axe. Puisque vous avez vu que dans mon quaternion unité, quand je prends sa partie imaginaire, c'est ça qui me donne l'axe de rotation. Donc du coup, dans spin 3, je peux dire que ça représente l'ensemble des rotations dont j'ai privilégié une des deux directions d'axe. Donc c'est pour ça qu'on a envie d'appeler ça spin 3.